Gospodine predsjedavajući, gospodine generalni sekretaru, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, alors, je vais commencer par le thème choisi pour cette 80e session de l'Assemblée générale. Meilleur ensemble, 80 ans de plus. Je tiens à remercier les Nations Unies, à les féliciter au nom de la Bosnie-Herzégovine et de son peuple. Les Nations Unies célèbrent leur 80e anniversaire, un travail mené ensemble pour atteindre les objectifs de cette organisation. L'objectif de cette organisation est de maintenir la paix et la sécurité de par le monde. C'est l'histoire qui jugera l'Organisation des Nations Unies, ses succès, les résultats de ses travaux et la participation de plusieurs générations à ces travaux, à ces organisations, à ces organes. En même temps, je pense qu'il est important de dire clairement quelle est notre position commune sur la question. La paix partout dans le monde. Il n'y a pas d'alternative à cela. Nous devons continuer de travailler ensemble avec détermination sur la question. Je voudrais croire que nous partageons tous la même opinion, à savoir que nous devons protéger la paix partout de par le monde. Cependant, la réalité, ce qui se produit aujourd'hui dans différentes régions de notre monde, nous montre clairement que la paix au niveau mondial ne va pas dans le sens des intérêts géopolitiques de certains acteurs. Pour eux, la guerre, les conflits est une manière d'atteindre les objectifs économiques et politiques. Or, ces intérêts sont très différents des objectifs que s'est fixé la Charte des Nations Unies. Si vous ajoutez à cela le fait que des tentatives sont en cours pour réécrire les frontières de certains États de par la force d'une manière qui est contraire à la Charte des Nations Unies, nous pouvons arriver à une conclusion des plus simples, à savoir que le droit international ne s'applique pas de la même manière à tous les États qui sont sujets de ce même droit international. Nous avons été les témoins ces derniers temps du fait que certains conflits armés ont été délibérément provoqués et causés. Ce qui en suit, c'est l'utilisation de la force militaire, de la part d'un État, l'utilisation d'une force militaire auquel est confronté un État plus faible militairement, auquel il ne peut pas résister. Par la suite, l'État attaqué est obligé de signer un accord de paix au nom de la paix, et il doit céder à certains de ses territoires, en théorie au nom de la paix, mais bien plutôt au nom de la force. Je pense que vous savez tous vous savez très bien que la Charte des Nations Unies permet la modification des frontières, mais ceci n'est permis que s'il y a accord entre les États concernés. La pression politique, la force armée, ou la pression politique et la force armée ne peuvent pas être utilisées pour ce faire. Cependant, si la force armée est utilisée pour imposer un accord à l'autre partie ou elle perd une partie de son territoire, dans ce cas-là, il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a que contrainte, ce qui est contraire au droit international. Et là, je parle, vous l'aurez compris, de l'Ukraine et de la pression à laquelle est soumise l'Ukraine. Ces pressions font que l'Ukraine va devoir renoncer à certaines parties de son territoire pour parvenir à une paix censée être durable et pérenne. L'avènement du nouvel ordre mondial qu'on nous propose n'est pas basé sur la paix. L'objectif à atteindre, c'est la réalisation des objectifs géopolitiques de certains États. La modification des frontières par la force crée une pression politique qui oblige un État à renoncer à une partie de son territoire. Ceci crée, vous l'aurez compris, un précédent dangereux dans le droit international qui pourrait très rapidement devenir la règle. Au final, ça veut dire que l'on va vivre dans un monde instable où la paix n'a plus aucune valeur.
Je ne pense pas que ce soit l'issue que nous souhaitons. En effet, ceci ne saurait être justifié par aucune disposition de la Charte des Nations Unies ou par aucun autre texte de droit international. Nous avons aujourd'hui également une situation similaire à Gaza. Une violence extrême est infligée à la population locale avec des caractéristiques d'un génocide, tel que le prévoit la Convention sur le génocide. Rappelons que, en plus du fait que le génocide constitue la liquidation physique ou l'extermination d'un groupe religieux, ethnique dans un territoire, il peut être commis, ou il peut y avoir des éléments constitutifs de génocide si les conditions de vie, tout simplement, sont impossibles pour un groupe et que les conditions font que, la destruction de ce groupe sur ce territoire est inévitable. Une telle approche génocidaire est utilisée pour occuper par la force des territoires, pour grignoter du territoire. Au titre du droit international, ces territoires ne peuvent pas appartenir à ceux qui sont les auteurs de cette agression. Ceci étant dit, c'est malheureusement ce qui est en train de se produire sur la bande de Gaza aujourd'hui. À Gaza, le peuple palestinien est confronté à ces deux éléments caractéristiques du génocide, comme le décrit la Convention sur la répression du crime de génocide, alors que l'opinion publique internationale, ou en tout cas une partie d'entre elles, ferme les yeux tout simplement face à cette réalité qui est terrible. Il n'y a pas d'intérêt économique ou politique, il n'y a pas d'intérêt politique ou économique d'exploitation de ressources naturelles, du gaz naturel, du pétrole dans cette partie de la Méditerranée. Ceci qui pourrait justifier une telle violence génocidaire à l'encontre de la population locale palestinienne. Une telle violence est injustifiée, elle est inacceptable, et le silence est tout aussi inacceptable. Et parfois, l'approbation dont ce comportement bénéficie par certaines parties du monde. De quel type de paix et de développement peut-on parler si on permet le déchaînement d'une telle violence, une violence qui est caractéristique d'un génocide, une violence génocidaire à l'encontre du peuple palestinien. Les intérêts politiques de certains pays, de certaines entreprises du secteur privé sont donc plus importants que l'obligation qui est la nôtre de protéger la paix de par le monde et des droits humains de tous les individus de par le monde. Cette obligation est la condition sine qua non à la survie et au développement de certaines sociétés. C'est la principale difficulté auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous ne pouvons pas faire taire l'intérêt de ces populations pour satisfaire les intérêts d'autres. N'oublions pas que le silence est en fait l'expression soit de l'expression de la lâcheté ou de l'approbation, tout simplement, de cette même lâcheté. Monsieur le Président, permettez-moi de dire quelques mots maintenant sur mon pays, la Bosnie-Herzégovine. Il y a de ça d'un peu plus de 30 ans, la Bosnie-Herzégovine a été confrontée à une agression de pays voisins. Les Nations Unies ont mis en place une force de protection de la paix composée de plusieurs pays. Le rôle de cette force était d'être une mission. En fait, c'est résumé à être une observation de crimes de guerre, de crimes de génocide, de d'épuration ethnique aux mains des agresseurs de la Bosnie-Herzégovine. Bien sûr, il y a des exemples positifs des activités de cette force qui ne seront pas oubliées. Et nous remercions les Nations Unies et la force des Nations Unies pour ce qu'elle a fait. Cependant, la réputation de cette mission est tachée à jamais. En effet, certains commandants de cette force n'ont pas voulu utiliser des moyens aériens pour empêcher le génocide à Srebrenica en juillet 1995 et pour empêcher des actes d'épuration ethnique. Malheureusement, un génocide a eu lieu à Srebrenica. Des centaines de milliers de civils
ont perdu la vie en Bosnie-Herzégovine au cours de cette agression. Beaucoup de personnes ont été blessées. Plus d'1 million de citoyens bosniens ont été déplacés de par le monde. Je voudrais rapidement vous rappeler, mesdames et messieurs, que la Cour pénale internationale qui a été la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale a ensuite reconnu coupables des personnes de crimes de génocide. Elle les a trouvés également déclarés coupables de plusieurs autres entreprises criminelles. L'objectif était l'épuration ethnique et la création de partis purs d'un point de vue ethnique, afin que ces partis du pays puissent être séparés de la Bosnie-Herzégovine et annexés à leur État. Il y a de cela 1 an, ici, au niveau des Nations Unies, nous avons travaillé à l'adoption de la résolution sur le génocide commis à Srebrenica. Je considère que c'est un pas de géant. Nous pensons que c'est un document très important, pas seulement pour mon pays, la Bosnie-Herzégovine, mais d'un point de vue moral. La force de la résolution réside dans son intention, à savoir empêcher de nouveaux génocides qui pourraient intervenir, où que ce soit de par le monde. Nous avons été confrontés aux pressions d'autres pays pour qu'une telle résolution ne soit pas adoptée. Cependant, celle-ci a quand même été adoptée. Ceci a favorisé l'avènement d'une nouvelle ère de culture de la prévention basée sur la culture du souvenir, de manière à ce que le génocide, le crime le plus terrible, ne puisse pas se reproduire. C'est à ce moment-là que nous avons compris qu'il y avait des États qui, parce que ça les arrangeait politiquement ou pour des raisons politiques, n'étaient pas prêts à soutenir le texte de cette résolution. Ce texte est basé sur la Cour pénale internationale à La Haye, qui, je l'ai dit, a été créée par les Nations Unies. Que ce refus donc aille à ceux qui se sont opposés à ce projet de résolution, qui ne l'ont pas soutenu. Je tiens à vous rappeler que dans les années 90, la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, a imposé un embargo sur la Bosnie-Herzégovine, sur l'achat d'armes défensives. Ceci a empêché l'armée de notre pays de se défendre d'une double agression. Quoi qu'il en soit, ces activités de défense auraient réduit la durée de cette guerre. De nombreuses vies auraient pu être sauvées et un accord de paix serait intervenu plus rapidement. La condition nécessaire de cet accord de paix, c'était un équilibre des pouvoirs entre la Bosnie-Herzégovine et les 2 pays voisins qui ont commis l'agression. Étant donné cet embargo, l'agression à l'encontre de la Bosnie-Herzégovine a duré près de 4 ans. Et un grand nombre de vies humaines ont été inutilement fauchées. Une telle guerre a débouché sur la signature de l'accord de Paris et Dayton, qui a rétabli la paix dans notre pays. Nous en sommes très heureux. Cependant, cela a mis en place un système politique en Bosnie-Herzégovine qui, 30 ans après sa création, continue de poser problème et empêche le fonctionnement de l'État de Bosnie-Herzégovine. Un tel système politique n'est pas un système démocratique. C'est une version dénaturée de la démocratie, une forme qui est inouïe, que personne ne connaît dans d'autres pays du monde. L'ethnicité est mise en première ligne et les droits humains fondamentaux sont niés. La démocratie est également minée à tel point qu'elle n'existe pratiquement plus. Nous pouvons appeler ce système politique un système qui est un système qui ne fait que déstabiliser ou déstabilise constamment la Bosnie-Herzégovine. Alors pourquoi est-ce que je parle d'ailleurs de démocratie? Pour 2 raisons au moins. La première raison, c'est parce que les États qui choisissent la démocratie et ses principes devraient avoir la possibilité de la mettre en œuvre dans le cadre des frontières de leur pays. Nous devons être pleinement conscients du fait qu'il y a toute une série d'États qui, pour des raisons qui sont les leurs, religieuses, culturelles ou autres, ne veulent pas de la démocratie et de ses principes. La Bosnie-Herzégovine a opté clairement pour la démocratie et la transition du système politique précédent vers un nouveau système politique démocratique. Cependant, ceci, dans la réalité, n'est pas possible étant donné l'opposition de certains éléments du système politique mis en place par l'accord de Paris-Dayton. Deuxième raison dont je vous parlais tout à l'heure, après avoir été confronté à un embargo sur l'achat d'armes défensives dans les années 90, la Bosnie-Herzégovine est aujourd'hui confrontée à un embargo concernant la démocratie.
Certains acteurs de la communauté internationale s'efforcent de d'y veiller par le biais de leurs activités politiques, diplomatiques. Ils consacrent leurs ressources après un embargo sur les armes défensives. Aujourd'hui, nous sommes les victimes de l'embargo sur la démocratie et sur le développement démocratique de la Bosnie-Herzégovine. Comment pourrions-nous autrement expliquer ces agissements de la communauté internationale qui s'efforce de veiller à ce que ce système politique dans lequel la minorité gouverne la majorité, un système politique qui mine un des principaux systèmes de la démocratie, un des principes fondamentaux de la démocratie, à savoir que c'est la majorité qui doit gouverner. Or, ce n'est pas le cas en Bosnie-Herzégovine. Les acteurs susmentionnés parlent d'une distribution juste des pouvoirs politiques entre les différentes communautés ethniques de la Bosnie-Herzégovine. Cependant, ceci mine la démocratie à sa racine, ce qui fait que la démocratie n'existe pratiquement plus dans mon pays. Ce qui existe en revanche, c'est quelque chose, l'ethnocratie, qui fait qu'une minorité ethnique est à la tête de l'État. Ce système politique déviant rend cela possible. Ces acteurs de la communauté internationale sont en train d'interdire la démocratie en Bosnie-Herzégovine, étant donné sa composition démographique. S'agit-il ici de créer une situation de manière à pouvoir relancer des pourparlers concernant la Bosnie-Herzégovine, avec une issue incertaine concernant l'avenir de la Bosnie-Herzégovine dans ses frontières actuelles? Ces questions restent entières. Je tiens à vous rappeler que sans démocratie, il n'y a pas d'état de droit. Sans état de droit, il n'y a pas de protection des droits humains fondamentaux. Un tel argument présenté par une partie de la communauté pourrait être l'affaire Kovačević au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette affaire, vous ne la connaissez peut-être pas, elle n'est peut-être pas très importante, mais c'est une affaire qui est très importante pour nous en Bosnie-Herzégovine. C'est une affaire dans laquelle concernant la protection du droit de vote à cette personne. M. Kovačević a fait appel en première instance, elle lui a donné raison, il a fait l'objet d'une discrimination ethnique. Cependant, des efforts conséquents ont été déployés pour annuler un pays donc s'est efforcé d'annuler un versement financier, une donation financière a été versée à la communauté européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme pour justement que soit annulée cette décision. C'est un cas de corruption politique claire. La question est de savoir si les sentences de cour internationales puissent être achetées. Sont-ils à vendre? Des ressources financières ont été investies à cette fin, leur origine est méconnue. Il n'y a pas eu... Ensuite, une situation similaire s'est produite tout simplement lorsqu'on a décrété qu'il y avait eu, donc lorsque la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale a décrété qu'il y avait eu un génocide assyrianiste. Certains États se sont efforcés tout simplement de faire annuler cette décision par des activités de lobbying, par des activités diplomatiques. Ceci nous prouve qu'il y a une partie de la communauté internationale qui ne veut pas permettre à la démocratie de se développer en Bosnie-Herzégovine. Hier, avec l'embargo sur les armes de défense, aujourd'hui avec cet embargo sur la démocratie et les droits de l'homme. Par conséquent, je voudrais vous rappeler d'un autre document des Nations Unies, le pacte des Nations Unies pour les droits civils et politiques. Ce pacte garantit entre autres le droit de vote, le droit à être élu, sur la base d'élections au suffrage universel qui garantissent la liberté d'expression de chacun des électeurs. En Bosnie-Herzégovine, malheureusement, nous ne pouvons pas voter de la sorte. La communauté internationale fait des efforts pour préserver la discrimination et pour nier la démocratie. Et le résultat, c'est une absence d'un état de droit ainsi qu'une protection insuffisante ou presque absente des droits humains fondamentaux. La conclusion logique qui découle de tout cela est la suivante. La démocratie ainsi que le droit à défendre son pays
n'est possible lorsqu'elle va dans le sens de l'élite de certains pays riches. Les pays pauvres, eh bien, ne peuvent bénéficier de la démocratie que dans la mesure où ceci est autorisé par les élites de pays plus riches et plus puissants. C'est en tout cas clairement pas l'expression de l'égalité auquel nous devrions tous aspirer aujourd'hui. Svakog pojedinca u svakoj zemlji pa i šire. Passons maintenant à la question des droits humains. Je parle ici de l'égalité de chaque pays dans son pays et au-delà. Cela concerne le droit de chacun à participer sur un pied d'égalité et comme il ou elle le souhaite à toute la vie sociale. Nous avons d'ailleurs des règles de droit international censées garantir l'exercice de ces droits. Et la question qu'il faut se poser, c'est si nous sommes prêts à être cohérents dans notre application de ces principes en utilisant les outils qui nous sont donnés. Ceci commence par la lutte contre la discrimination ou toute forme d'inégalité en violation des droits garantis par le droit international. La discrimination sous toutes ses formes est interdite en droit international. Pourtant, la discrimination, souvent, comme nous pouvons le constater, est encouragée ou tolérée. Du point de vue de la Bosnie-Herzégovine, nous avons 5 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui confirment la discrimination à l'encontre des citoyens de Bosnie-Herzégovine en fonction de leur lieu de résidence ou de leur origine ethnique. L'élite politique en partie et la communauté internationale présente en Bosnie-Herzégovine ne souhaitent pas mettre en œuvre ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Concernant la discrimination ethno-religieuse, une autre affaire n'a pas été retenue. Alors que nous avons un accord de paix censé être appliqué. Tout ceci nous amène à nous poser des questions difficiles, questions auxquelles les réponses sont encore plus difficiles. Est-ce que les droits humains sont l'apanage des plus riches, des plus puissants, au détriment des vulnérables dans une société? Le droit à la vie, le droit à l'égalité, à la démocratie sont autant de droits qui doivent être respectés pour toutes et tous. Je crois que la cohérence et la protection de la paix devraient s'appuyer sur des principes. C'est ainsi que nous créerons les conditions d'un développement sans entrave des sociétés et nations du monde, membres des Nations Unies. C'est ainsi que nous pourrons protéger les droits humains partout dans le monde. En l'absence de cohérence, nous n'arriverons pas à enrayer les guerres, les génocides, les privations des droits humains, les changements de frontières par la force, entre autres. La cohérence, pour moi, c'est la volonté, la détermination à utiliser les outils dont nous disposons, comme le droit international, pour affronter ces problèmes. Nous devons être déterminés à protéger les valeurs fondamentales des Nations Unies sans aucune distinction entre États, sujets de droit international. Je vous appelle donc à faire preuve de détermination pour ne pas différencier entre les pays, pour ne pas les classer en grands ou petits, riches ou pauvres. Il faut faciliter la recherche de solutions à tous les problèmes soulevés dans le monde, sans discrimination. Ce n'est pas un privilège. La paix est une responsabilité commune. Nous sommes tous responsables. La paix doit être assurée partout, tout comme les droits humains, qui ne sont pas un privilège. C'est une obligation permanente que nous devons respecter en toutes circonstances. C'est un devoir vis-à-vis des générations actuelles et futures. Notre mission consiste à leur laisser un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Mais pour atteindre cet objectif, nous devons travailler activement et œuvrer inlassablement à sa réalisation. Merci, Excellence, de votre attention.